Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui on va continuer l'aventure vers la mer, selon les termes de papa vers la liberté. Mais aujourd'hui il n'y aura pas de papa, il y aura que maman et les sœurs. Il y aura moi, donc maman d'abord, moi qui porte les bagages. Maman porte les bagages, elle porte aussi la dernière née qui doit avoir 6 mois. Aujourd'hui, je prends Nox, le Nox qu'une amie m'a offert. Je la remercie infiniment. C'est le Nox numéro 765. J'ai descendu pas mal. Et c'est un dupe de Rose Montal, de chez la maison Montal. Et il est hyper sexy ce parfum, il est beau. Il est sexy. Très très beau, il est magnifique. Les gens disent que les parfums forts, puissants, à base d'une rose antique comme ça, une rose magnifique, pas vieillie du tout, une rose, mais waouh! Une rose épicée, sensuelle, tout ce que vous voulez. La meilleure, la plus belle des roses. Les parfums comme ça ne se portent pas en été quand il fait chaud. Là, il va faire très très chaud aujourd'hui. Moi, j'adore porter les parfums comme ça, les parfums puissants, purs, puissants comme ça. Et j'adore. Franchement, j'adore. Alors, si vous voulez avoir les notes de tête, les notes de cœur, les notes de fond, vous tapez rose de chez Montal, enfin rose musc de chez Montal et vous allez voir. Waouh! Je vais voir avec vous. Donc non, je n'aurai pas le temps de voir avec vous. Là, je reçois des emails. Je reçois beaucoup d'emails. Et c'est pas des emails qui m'intéressent, c'est le travail que je dois effectuer aujourd'hui. On est en début de mois, donc on doit clôturer tout ce qui est fin de mois. Je bois du thé au matcha en même temps, c'est un beau thé vert, magnifique. Ce matin, j'ai pris un smoothie que j'ai posté sur YouTube, si vous avez eu le temps de voir. Bon, j'ai fait un smoothie et j'ai pris un demi-litre de smoothie. J'ai pris une grosse poignée d'amandes et de noix. Là, je bois un thé vert et je suis prête d'attaque pour toute la journée. Je crois que j'aurai pas faim. Donc, clôture, fin de mois. Oh, qu'est-ce qui est bon ce parfum. Oh. J'ai parfumé aussi ma veste. Alors, la veste. Ce dimanche, les voisins gardent la maison. Momo revient avec du jambon d'Espagne. Du bon jambon d'Espagne qu'il a pris. Il m'a appelé, il a dit si tu rentres chez tes parents, je t'achète du jambon d'Espagne, les sans eau, les désossés. Et de la très bonne charcuterie d'Espagne. D'après. Bon, je sais que c'est pas la saison pour manger la bonne charcuterie, mais vu qu'il va en Espagne et qu'il en profite pour en ramener, parce que c'est vraiment pas cher, c'est de la très bonne. Voilà, donc il revient samedi, je crois qu'il revient demain. Après, il y a les voisins qui viennent surveiller les poules, les chats, la maison, la totale. Je vais enlever mes chaussettes parce que j'ai mis des chaussettes pour aller dans le jardin. Et du coup, je vais les enlever. Voilà. Et je travaille en même temps parce que aujourd'hui, je commence, la clôture comptable a été faite en amont. Là, c'est la clôture reporting au niveau finance. Donc, je me connecte au réseau. Qu'est-ce que je vois? Des emails. Ok, donc on va travailler sur un dossier qui s'appelle... qui s'appelle quoi? Je vais rapatrier un autre dossier. Parce que là, c'est tous les mois, je m'en souviens plus. Tous les mois, je fais la même chose. Pas tout à fait la même chose, parce que tous les mois, il y a un truc qui change. Non, le processus comptable n'a pas changé, parce que c'est... si vous avez travaillé en tant que comptable... C'est quoi ce nouveau dossier?
Pourquoi il y a un nouveau dossier? Ah, oui. Oui, je vais renommer ce nouveau dossier. Voilà, en tant que comptable ou en tant que financier, en fin de mois, vous devez faire des reportings pour ensuite clore le trimestre. C'est comme ça qu'on arrive à voir les résultats, les pertes ou les profits. Pour les plus grandes sociétés, les très grosses sociétés, dont il faut partager les dividendes, présenter les résultats financiers aux investisseurs, etc. Et cette entreprise-là est cotée en bourse, donc tous les mois, il faut clôturer, il faut reporter. C'est lourd comme processus, hein, c'est très lourd. Hein. Faut vraiment... moi, je suis entrée là-dedans parce que j'ai dit, j'aime les sous. Je veux avoir des sous je veux avoir des sous pour me payer le loyer, pour m'en sortir, etc. Donc voilà. Sinon, je me contenterai d'un poste de simple comptable normal, un truc zen, mais non, c'est non. Il a fallu gagner un tout petit peu pour gagner ne serait-ce que 500 euros ou voire 1000 euros de plus. Faut viser les postes avec beaucoup de complexité, énormément de complexité. Ça, c'est une vision que j'ai. Je pense qu'elle est un peu obsolète. Maintenant qu'il faut changer de métier, je pense qu'il faut changer de métier pour s'aérer un peu la tête et se décharger au niveau stress, etc. Donc oui, 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 mes amis, j'y travaille, j'y travaille, j'y travaille. J'y suis en plein dedans, j'y travaille. Mais j'ai mis de la crème solaire, donc du coup, ça a pelé sur ma peau. Bref. Je raconte en même temps ma vie et en même temps je parle de moi. Donc c'est normal que je reporte. J'ai l'habitude de reporter au chef. Donc je vous reporte à vous tout ce que je fais, tout ce que mes sentiments, mes, euh, mes crises d'humeur, mes trucs du jour. J'active la modification, j'ai ouvert un fichier Excel qui ne s'ouvre pas parce qu'il est lourd. Et qu'est-ce que je dois faire de ce fichier Excel? Je ne sais plus. Il est où? Là, il est là. Bah, si vous savez pas ce que c'est qu'un fichier Excel. Oh merde. Hein? Oh, mais et pourquoi? J'ai pas compris là. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Oh là. Oh là, ça commence mal. Oui. Je travaille en même temps, excusez-moi. On a perdu 9 minutes pour ouvrir un dossier. Enregistrer sous d'abord, parce que... Nanana, tac. Et l'autre, il veut quoi? Je vais regarder, je vais voir quand même qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? PG25. Tac, tac, tac. Credit and report. Voilà. Le credit et report. Et là, oui, 2/05/2025. Je suis censée être en vacances aujourd'hui parce que j'ai posé des jours de congé. Parce que dans le système, ils ont dit, t'as trop de jours de congé, il faut que tu poses. J'ai posé. En fait, j'ai des réunions cet après-midi. J'ai plein de réunions où il y a les passations de pouvoir. Non, les passations de pouvoir, non. Les passations de qui fait quoi dans l'équipe. Donc du coup, je me reconnecte au système et j'aurais dit, annulez-moi cette journée, je vais le poster en juin. Je vais poser en juin ma journée. La semaine prochaine, je suis censée être en vacances. Hein, toute cette semaine-là et la semaine prochaine. Cette semaine-là, c'est pas des vacances, c'est pas du tout. Si tu prends des vacances cette semaine-là, on va te regarder de travers, on va dire, mais elles sont pas bien. Non. La semaine prochaine, je suis censée être en vacances, mais je pense pas que je serai en vacances. Je m'éloignerai pas parce qu'il y a quand même des reports à finaliser et ceci, cela. J'espère que ça va bien. J'espère que tout se passe bien. Non.
Donc là, how to. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce fichier? Qu'est-ce qu'on va faire de ce fichier? Je vous raconte en même temps l'histoire de suivez avec moi, travaillez avec moi, bossez avec moi, commentez avec moi. Et en même temps, je vous raconte le départ. Alors, maman dit, allez les enfants, on va chez grand-papy. Non, on va chez papy, on va chez votre papy, pour du côté des parents. Pour l'anniversaire de mort d'un des grands-oncles, etc. Donc, nous, on y va. Elle nous a jamais dit qu'on partirait loin. Elle nous a jamais dit qu'on va partir pour toujours et qu'on ne reverra plus notre maison. Elle nous a pas dit que il faut dire adieu à tout ce qui est cher. Elle nous a pas dit que emporter quand même un petit souvenir avec vous, on sait jamais. Bon, j'ai rien emmené, j'ai juste emmené mes habits préférés, c'est-à-dire 2 habits préférés. Un sur moi et un qu'on échange. Parce que le Vietnam est chaud, tellement chaud que si vous enlevez un habit pour remettre un autre, vous lavez, vous mettez à séchage, il sèche tout de suite. Voilà, donc il n'y a pas besoin de ça trimballer avec 1500 habits comme je fais là, ici. Non, il n'y a pas besoin d'ici, deux. 2 t-shirts, ça suffit. Et un petit pantalon, quoi. J'avais 10 ans. Il n'y avait pas de, voilà. Il n'y avait pas de crème soleil, il n'y avait rien. C'était le minimum du minimum. Elle a dit, prenez le minimum parce que nous, on a trop de cadeaux à emmener là-bas pour l'anniversaire de mort. On achètera à manger sur le route. Il n'y a pas besoin de se trimballer en manger. On mangera sur les routes. On mangera du banh mi. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le banh mi vietnamien, je vous en ferai une fois et vous allez voir, vous allez être accro à ce banh mi. Pour ceux qui ont la chance d'habiter dans le 13e arrondissement, il y a plein de boutiques de banh mi. Le meilleur, c'est pas chez Hoa Nam. Hoa Nam, non, c'est pas le meilleur. Hoa Nam, c'est les anciens, vous savez, ces gens-là, ces Chinois qu'on a chassés de leur Chine antique, de leur Chine originale, jusqu'au nord du Vietnam, et ensuite qu'ils ont été chassés pour chasser jusqu'à dans le sud du Vietnam, et qu'ensuite sur la route du Vietnam, ils ont encore été expulsés en dehors de la frontière. C'est ces gens-là, ces adorables, ces merveilleux navigateurs d'origine des navigateurs, ou alors des peuplades dans les montagnes proches du Vietnam, des merveilleux et talentueux commerçants. Il a ouvert une boutique je crois que c'est Hoa Nam, oui. Ouais, oui, parce qu'il fait du banh mi Vietnam, alors on peut pas être chinois et faire du banh mi Vietnam sans connaître la nature, la profonde nature, profonde culinaire vietnamienne. Tradition vietnamienne, c'est pas possible. Les banh mi viennent de chez nous, c'est pas de chez eux. Donc oui, j'en suis sûre que Hoa Nam, c'est un de ces boat people qui a survécu en mer et qui a atterri en France et qui a ouvert un des premiers magasins de banh mi, sandwich vietnamien farci de viande et de légumes et de coriandre et de piment et de légumes, surtout marinés. Voilà, est-ce que ça vous donne faim? Oui. Je vous en ferai une fois. Ma fille adore, elle raffole les banh mi. À chaque fois qu'elle passe devant une boutique, il lui faut son banh mi, sinon elle nous fait une crise. Et les banh mi vietnamiens jonchaient encore les routes du Vietnam tout le long parce qu'il y a quand même des commerçants qui vendent, vous savez, sur la route. On appelle la street food. Street food, c'est-à-dire la nourriture des rues. On mangeait dans la rue, s'asseyait par terre dans les rues, sur un petit banc et on mangeait. C'était convivial, c'était très bon et la nourriture souvent meilleure que dans les très grands restaurants réputés. Donc vous payez 10 fois à prix d'or et vous mangez pas pour grand chose parce que c'est à prix d'or. Avec quand vous ouvrez une cloche, il y a un haricot vert dedans. C'est pas ça. Le manger vietnamien, c'est vivant, c'est convivial, c'est coloré, c'est 1000 saveurs, voilà. Il y a tout, hein. Je vous mettrai en barre d'infos un vlogueur vietnamien actuellement au Vietnam. Il a commencé en tant que critique de manger dans les rues. Il a terminé avec un salaire phénoménal payé sur YouTube, par YouTube.
Et actuellement, il tourne avec une équipe de 4-5 personnes. Il est riche. Il est riche, il est beaucoup plus riche que les plus grands cadres hyper surdiplômés qu'on trouve aux États-Unis ou en France. J'en suis pas encore là. J'ai que 100 abonnés et encore, certains se désabonnent parce qu'ils se disent oh là, oh. Non. Et c'est nul les images, et oui, bref, ils se désabonnent. De temps en temps, je les vois apparaître, après, paf, le jour suivant, il n'y a plus eu, et il dit, ouais, bon, bah écoute, oui, il n'y a pas de problème. No problem, no offense. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous, parce qu'il y aura des aventures qui arrivent. Je vous mettrai des liens, des gens, je vous présenterai plein de trucs, plein d'astuces, des livres à lire, etc. Il y a plein, il y a plein. Surtout à manger, parce que j'adore manger. Et avec moi, vous allez voyager, hein, que ce soit en esprit, en pensée, ou physiquement, ou dans la cuisine. Voilà. Donc, j'ouvre ce fichier, je regarde comment on fait, parce que je m'en souviens plus, franchement, qui a fait quoi, qui a commencé quoi. En même temps, je vous raconte l'histoire de maman qui a dit, nous allons chez papy pour un anniversaire. Donc, du coup, nous, oui, bah, chez papy, on y va, et puis on revient une semaine après. Elle a obtenu les tampons de sortie pour traverser différentes villes jusqu'à chez papy. On n'est jamais arrivé jusqu'à chez papy, je vous rassure. Moi, il ne nous a pas dit tout ça. Alors, nous, sur la route, on s'amuse, on part le matin, on arrive sur une des villes portuaires sur le long du Mékong. Entre-temps, le moteur a tombé en panne du fameux car. C'était un genre de bus-car, minibus, mini-car, je ne sais plus trop quoi. Un truc qui date des années d'avant-guerre, que le mec, il alimentait encore au feu de charbon. Donc, moi, les billets, c'est même pas cher. On était à 150 dans un même bus. Il n'y avait pas de place. Les enfants s'asseyaient sur les genoux des plus grands. Moi, je me tenais près du charbon, là, le truc de la chaudière à charbon, que le mec, il alimentait à force de charbon. Parce qu'il fallait, ils avançaient comme ça, moteur charbon. On dirait les vieux trains. Je vous raconte ça, mais vous allez dire, mais ça n'existe plus, mais t'es trop vieille. Comme dit ma fille, mais t'es trop vieille. Tu bosses pour une boîte hyper cotée en bourse. Tu bosses pour une boîte dont le Moyen-Âge ne dépasse pas 20 ans. Mentalité psychologique ne dépassant pas 20 ans. Et tu nous parles des trucs de charbon. T'es trop vieille. Oui, le Vietnam d'après-guerre, c'était comme ça. Un Vietnam d'après-guerre. Aujourd'hui, les gens roulent en Mercedes, cuir à l'intérieur, même sur la route du Vietnam. Ils ne dépassent pas les 80 parce que c'est limité. C'est pas la peine d'acheter une Porsche. Là-bas, vous ne roulerez pas avec. Et on est parti très tôt le matin. On avait faim, donc on mangeait, s'arrêtait en cours de route pour manger. Le moteur tombait en panne, le mécano, il réparait comme il peut. Oh là là. Une arrivée sur une des villes portuaires, sous le coup de minuit et demi. On n'avait rien compris. Oh là là, c'était galère. Donc, sur la route de départ, il y avait ma mère, il y avait moi. Il y avait pas ma sœur cadette, parce qu'elle était restée chez les grands-parents, justement, paternels, chez lesquels on devait se rendre. On était censé, hein, censé. Et parce que les grands-parents paternels, entre-temps, ils ont déménagé aussi vers le sud, en bordure de mer. Voilà, donc ma soeur cadette, celle qui a 2 ans de moins que moi, elle était élevée par eux pendant 2 ou 3 ans comme ça, ou 3-4 ans, je ne m'en souviens plus. Parce qu'on était trop nombreux dans la famille et on ne pouvait pas avoir tout ce monde-là. Et en même temps, les grands-parents étaient vieux. Ils voulaient absolument voir leur petite fille et puis ils l'ont gardée. Voilà. Ils l'ont gardée pendant 2 ans, ils l'ont élevée à la campagne. La petite est pour chasser les oiseaux sur les plaines fertiles de cette vallée-là, en bordure de mer, dans le sud, quelque part dans le sud, tout au sud, vers la mer, face à la mer, avec le sable blanc, beau sable blanc.
Elle se souvient encore. Un bois pour chasser les cailles qui pondaient dans les rizières, les trucs comme ça là. Et manger plus de fruits que moi parce que là-bas il y a un immense verger que papy a entretenu. Je suis partie quand papy était en bonne santé, quand mamie était en bonne santé. Donc d'abord il y a bad debt calculation. Excusez-moi, je travaille en même temps. Donc on arrivait. Ok. Donc on arrivait un jour à Donc on arrivait sur une ville quelconque en plein de minuit, tout le monde avait faim, soif, truc. Et un cousin, il y avait quand même un cousin qui guettait. Donc c'était organisé. Hein. Et organisé par qui, je ne sais pas, mais moi je m'en souviens pas d'avoir vu cette organisation-là. Donc il y avait un cousin, un grand cousin qui habitait pas loin, parce que sur la route c'était jonché de cousins, cousines. Une grande famille, la famille Nguyen, du côté de moi, uniquement de ma famille, on était beaucoup, beaucoup. Donc il y avait beaucoup de familles, beaucoup de cousins, beaucoup d'entraide. Donc du coup, la famille, un cousin il guettait l'arrivée d'un certain camion rempli de charbon. Il sait que cousine a emmené ses petits et qu'il y a eu une panne sur la route et qu'ils arrivent vers minuit. Minuit, une heure comme ça, parce que quelqu'un leur a dit oui, ils arrivent, mais là, il faut attendre un peu. Donc, il était là, il était dans un café, il attendait. Voilà, c'est comme ça. Alors, une téléphone, ok. Oui. Ouais. Donc il y était. Donc il y était. Et puis ensuite, quand on est arrivé, oui, il nous a fait venir chez lui en bordure chez sa mère, parce qu'à l'époque il était très jeune. C'est un jeune cousin, il doit avoir 14 ans. Ouais. Donc il nous a tout de suite pris en charge et porté les lourds bagages qu'on avait. Et puis il nous a emmenés chez lui direct en bordure de mer. Il a dit vous attendez là. Et puis il y avait la tata on appelle tata sa grand-mère. Moi je l'appelais grand-mère. Et elle, c'est la 8e sœur de mon grand-père, côté paternel. Et nous, on l'appelle grand-mère 8. Maman l'appelait tata 8. Tante 8. Ouais. Tante 8. Ouais, tante 8. Et donc, on était resté là. Et puis, papa était censé quand même, il avait chargé son jeune frère, le plus jeune, le dernier né de sa famille. Il avait chargé d'aller chercher ma sœur chez ses parents, de la ramener, de traverser 2 ou 3 forêts avec des rivières jonchées de cours d'eau et tout. Il a dit ramène-moi ma petite, tu rejoindras la maison de Tata 8, là où il y a ma femme, le reste de mes rejetons, et tu les ramènes à l'embouchure. J'aurais obtenu l'autorisation de sortie. On se rejoindrait là, à l'embouchure. Si tu vois un drapeau, je mettrai un drapeau, comme tout le monde met des drapeaux. Je mettrai un drapeau, non seulement du Parti communiste avec rouge et étoile jaune, parce que tout le monde devait le mettre. Et je mettrai ce drapeau, mais à côté, je mettrai un drapeau blanc. Si tu vois le drapeau blanc qui se dresse à côté du drapeau rouge, avec étoile, si tu vois ce signe-là, tu peux venir avec ma femme et mes enfants, tu peux embarquer à bord. Si tu ne vois pas de drapeau blanc dressé à côté, tu ne t'approches pas avec ta barque, tu t'éloignes, tu fais semblant de ne pas nous avoir vus.
Et tu dis aux enfants, faites semblant, ne dites rien, ne criez pas aux joie, au papa, non, rien, rien. Vous écoutez, vous écoutez, vous appliquez réellement ces consignes. Sinon, parce que le drapeau rouge tout seul, ça veut dire que j'aurais été pris et qu'ils attendent encore d'attraper le reste des survivants pour tous vous mettre en tôle. Et les conséquences seront terribles. Cette fois-ci, on ne survivra plus. C'est fini. Donc faites attention à toi, petit frère. Je te charge d'une très grande mission. Ramène ma femme et mes enfants. On va se rejoindre au point de rencontre. Et je te charge de cette mission. C'est toi qui vas être responsable d'elle à partir de maintenant. Parce que moi, j'aurais obtenu l'autorisation de sortie en mer pour la pêche, comme d'habitude. Dans ma cale, j'aurais beaucoup de passagers, énormément de passagers. Donc la plupart des enfants, bah, ils avaient pris un petit sirop pour les calmer avant le départ, parce qu'il ne faut pas qu'on entende les pleurs des enfants. Les enfants vietnamiens sont très intelligents, extrêmement intelligents. À partir de 1 an ou 2 ans, vous leur expliquez des trucs qu'ils comprennent. Ils comprennent très bien, ils se comportent bien. Heureusement. Parce que sinon, on ne pourrait pas sortir en mer. Parce qu'entre-temps, il aurait fait toutes les côtes, tout le long, et à chaque arrêt, il faisait descendre les gens. Il faisait descendre les gens en pleine nuit. C'est-à-dire que les gens, ils traversaient monts et forêts pour le rejoindre à un point de départ. Et hop, il les faisait descendre. Et il n'a pas pris son bateau cette fois-ci. Il s'est associé avec un autre pêcheur qui a un bateau beaucoup plus grand, beaucoup plus riche que lui d'ailleurs, celui-là. Parce qu'il avait des grands fils qui naviguaient en mer. Donc il ramenait des sous, des pêches, des produits de pêche et tout. Génial. Je l'appelle Tonton 8. Non, pas Tonton 8, Tonton 4. Quatrième aussi. Il est quatrième comme mon père. Quatrième de sa lignée. Sa femme, Tata 8, Tata 4. Et tous ses enfants, il y a des grands garçons et tout ça. Ils ont tous débarqué en France après. Voilà. Donc, entre-temps, il a récupéré ses boussoles, mais sans téléphone portable à l'époque, sans moyen de communication, ils se sont organisés pour amener pas loin de 84 passagers à bord. Donc, le jour fatidique, donc il a donné rendez-vous à son petit frère. Le jour fatidique, il enverra quelqu'un le matin même avertir ma mère, qui entre-temps était tombée malade grave, elle était malade, attrapée je sais pas quoi, piquée par les moustiques, parce que ces derniers temps, ils étaient épuisés, mais franchement, un burn-out. Donc, ils étaient tombés gravement malades, et quelqu'un, il a dit, le matin même, si j'arrive à sortir du port, je vous enverrai quelqu'un qui traversera, mais par vent en courant, il arrivera par tous les moyens, vous avertir comme quoi j'arriverai et en moins d'une heure, vous devez me rejoindre absolument, sinon je partirai sans vous. Cette fois-ci, je partirai sans vous, mais j'aurai pas de crainte de perdre ma maison, de ceci, cela, parce que ma femme aurait obtenu l'autorisation de partir chez ses beaux-parents pour une fête. Et donc, théoriquement, si je pars sans elle et sans mes enfants, théoriquement, si j'arrive pas à les récupérer à temps, parce que je ne peux pas me permettre d'attendre 1 heure quelque part, c'est pas possible, c'est suspect. En plein embouchure entre la mer et les terres, c'est pas possible. Donc je partirai. Si je ne vous vois pas arriver, au bout d'une demi-heure, je partirai. Je vous attendrai pas. Il a dit ça, donc je vous enverrai quelqu'un le matin même pour dire à telle heure, à peu près, parce qu'il connaît quand même la vitesse à laquelle il va. Je vous attendrai là. Mais si vous ne venez pas, je ne pourrai pas vous attendre. J'aurai tout fait. Et je n'aurai aucune crainte pour votre retour dans la maison saine et sauf après. Parce que vous aurez toujours votre maison, parce que vous avez obtenu l'autorisation de partir chez papy en bonne et due forme. Vous direz que vous savez pas où je serai. Vous direz que le mari a abandonné sa femme pour une autre. Vous inventerez n'importe quoi pour avoir la vie sauve.
pour qu'on vous saisisse pas votre maison. Et tout vaut bien. Et moi, de là-bas, si j'arrive là-bas, je ferai tout pour vous envoyer le fruit de mon travail pour vous nourrir en attendant de vous rapatrier avec moi sur la terre, la nouvelle terre. C'est ce qu'il avait, le plan. C'était son plan. Donc, ma mère était tombée malade. Oui, ma mère était tombée malade. Et oui, ma mère était tombée malade, mais elle était malade, mais malade. Et puis du coup, elle était restée mais alitée. Et le matin, on attendait et puis on avait vu personne comme messager venir le matin, quoi. Et puis, excusez-moi, je bosse en même temps. Oui, on attendait pendant une semaine. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout? Il nous a oubliés, il est parti sans nous. On s'est pas dit ça, parce que moi je savais toujours pas pourquoi on était là, parce qu'elle nous a rien dit, hein. Elle gardait, c'est un tombeau, ma mère. Elle nous a rien dit, elle dit même pas qu'on allait partir pour toujours. Sinon j'aurais raflé tous les fruits qui poussaient dans le verger de tata, j'aurais mangé de tout mon soul, j'aurais bu tous les jus de coco. J'aurais dit adieu à cette terre bien aimée. Avant le départ, je ne savais pas qu'on partait. Dans ma tête, on partait chez papy. Parce que les autres fois, on partait, mais c'était chez papy, chez mamie, partout, chez tes tatas, partout. Donc dans ma tête, on partait chez papy. Et on se dit, pourquoi on est coincé là? C'est parce que maman est malade. Donc elle ne peut pas se déplacer et tout. Les cousins, ils s'inquiétaient. Le petit frère de mon père, entre-temps, il a ramené ma sœur par Monts et par Vaux, il a ramené de l'autre côté de la mer, en bordure de l'autre mer. Et il a ramené ma sœur cadette, donc elle nous a rejoint. Chez grand-mère 8e de la famille de côté paternel. Et nous, on attend que maman aille mieux. Et le grand frère arrive et vous avez vu un étranger ou un des cousins ou un des trucs ce matin? Ma mère lui a dit non, on n'a vu personne, on attend. Elle dit qu'on attend. Et il a dit c'est bizarre quand même, c'est très très bizarre. Donc, il a dit, grande sœur, il appelle ma mère, il la traite comme sa grande sœur. Tous frères et sœurs dans la famille, que ce soit belle-mère, belle-sœur, enfin belle-sœur ou beau-frère. Voilà. Il a dit grande sœur, je vais refaire le chemin inverse. Je vais aller le voir dans votre ville à vous. Je vais voir sur le port qu'est-ce qu'il en est. Et il était parti comme ça, il repartait dans l'autre sens. Il courait partout, ce jeune frère, il courait partout. Bon, il courait, il prenait sa mobilette, il courait, il abandonnait sa mobilette. Il prenait parce qu'il y a des cours d'eau qui séparaient les terres et les mers. Donc il prenait tous les moyens qu'il pouvait. Il remontait le cours d'eau, il partait, il courait. Et là, il arrive au port et il dit, mais qu'est-ce il n'a pas vu son grand frère. Et on lui a dit, mais ton frère, il vient de partir. Mais comment ça, il vient de partir? Alors là, il refait le chemin inverse. Il courait. Je crois qu'il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il courait 24 heures. Il courait. Donc, il courait vers le nord, après il courait vers le sud. Il arrive essoufflé, il a dit, grande sœur. Je le vois y arriver encore. Grande sœur, les affaires, vite, vite, on part. Elle fait, ah oui, on part. Il n'a pas donné d'explication, il n'a pas dit on part où. On part. Ma mère était malade, elle se levait, elle courait comme une dingue, rassembler les affaires, les enfants, paf, tout le monde dans une petite barque. Grand-mère 8 qui arrivait des champs, elle fait ouais, ça y est, oui, ça y est. Grand-mère 8 savait. Elle attrapait vite des fruits, un gros panier de fruits, paf, elle jetait dans un panier. Elle jetait tout, elle donnait tout. Et puis elle a dit, oh, j'ai encore des gâteaux au riz gluant. Ça, les fameux gâteaux. Je vous raconterai l'histoire
des gâteaux réguliers. Pourquoi on s'attache tellement à ces gâteaux? Je vous le raconterai, ça remonte, ces gâteaux, la tradition des gâteaux remonte, elle remonte depuis sous le règne des 18 rois, les Hồng Vương, les rois, les 18 héros qui ont façonné, qui ont gouverné sur la terre du Vietnam. À l'époque, le Vietnam ne s'appelait pas le Vietnam, il s'appelait Văn Lang. Ça veut dire pays de culture et de prospérité. Baigné par l'aura de ces 18 rois ô combien sages qui ont régné sur le Vietnam en 18 générations. Le dernier Hồng Vương, le 18e, a été trahi de l'intérieur et de l'intérieur et passé sous domination chinoise à partir de ce jour-là. Voilà. Donc Vietnam chinois, ennemi éternel. On espère qu'il deviendra un jour que la Chine freine ses ardeurs de conquérant. Mais pour l'instant, non, j'ai pas vu de freinage nulle part. Donc oui. Voilà. Donc elle a pris ses gâteaux au riz gluant, elle a dit prenez tout, partez. Et donc le cousin qui son fils, son premier fils, il nous a embarqués dans sa petite frêle barque, une barque comme dans tous les paysans du coin ont les barques pour se déplacer dans ces nombreux cours d'eau, parce que les routes à l'époque c'était constitué de cours d'eau et de canaux. N'oubliez pas que c'est une terre fertile, surtout le sud du Vietnam, là où se jettent les 9 bras du Mekong, dont nous appelons les 9 dragons qui surveillent la mer. C'est sur ces 9 dragons-là serpent de nombreux cours d'eau, de nombreux petits affluents, des canaux qui irriguent toute une plaine fertile jusqu'à ce que les Chinois, encore une fois, ont décidé de construire le barrage des 3 gorges qui bloque toute l'eau qui descend du Mekong vers les 3 régions, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Laos. 4 pays touchés, sans compter le Tibet. Voilà mes amis, voilà, et on va dans la barque, on arrive pile poil là où un bateau, on arrive là et on attendait, au bout de 15 minutes de rame, mais à force, hein, parce que l'autre tonton ramait, il ramait, jusqu'à là, avec femme et enfants à bord. 5 filles, ils étaient là, les 5 filles, avec maman, avec les bagages. En 5 minutes, elle a tout rassemblé, elle a tout fait. Je sais pas comment ils font, c'est incroyable. Donc voilà, il ramait, il est arrivé, on entendait un moteur au loin, on s'est dit, espérons que c'est lui. Ma mère dit, espérons que c'est lui. Moi, j'ai toujours pas compris. Mais bon, j'ai toujours pas compris. Et c'était le choc. Je comprenais pas. C'était le choc. Donc on partait, puis on se dit, tiens, on a changé de route. On va prendre un bateau pour partir où, je sais pas. Et là, je vois arriver un bateau, l'ombre bien connue de notre bateau, un beau bateau, enfin c'est pas notre bateau, c'est le bateau du tonton, mais je connaissais aussi son bateau. Parce que je jouais souvent sur les bateaux quand ils étaient accostés sur la grève et qu'ils n'interdisaient pas aux enfants de venir. Et de temps en temps, ils réparaient son bateau avec la suie, tout, ils masquaient les trucs avec du mastic pour réparer les bateaux, réparer les filets aussi pour pouvoir repartir en mer. Donc je jouais avec leur bateau, j'ai grimpé dessus, j'ai joué et tout. De nombreuses fois, je connaissais son bateau. Je bosse en même temps. Vous m'excuserez, hein, c'est ça, 05 2025. Parce qu'il faut absolument que je termine ce truc-là aujourd'hui. Vraiment, c'est très important. En même temps, je vous raconte ma vie. Vous m'en voudrez pas. Hein.
Voilà, tac, 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 tac. Ici, voilà. Mais qu'est-ce qu'on en fait par la suite? Alors, bah, on arrivait et puis on attendait, je sais pas, je crois que c'est 2 ou 3 minutes et après on entend un moteur au loin. Le moteur arrivait avec, bah, aux joie. Alors là, la joie, mais je ne savais pas ce que c'était encore que ce truc-là, avec un drapeau blanc accroché à côté du drapeau rouge. Le fameux drapeau rouge, avec l'étoile immonde au milieu, communiste. À côté, il y a un drapeau blanc. Et là, bah, on a tous embarqué à bord. Tout le monde, paf, paf, on monte, on monte. Et, euh, et tonton, le frère de mon père, il sortait des sous de sa poche. Il sortait un petit paquet de sous. Mais vraiment un petit paquet, quelques billets qui restaient encore. Il donnait à son cousin. Il a dit, tiens, prends ça. Rentre à la maison, achète des trucs à ta mère. C'était les derniers sous qui lui restaient. Les dons du Vietnam qui valaient pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Donc il donnait ça à son cousin. Il a dit, nous partons. Je suis pas sûre qu'est-ce qui va advenir. Prends soin de mes parents. Si jamais, ça se passe mal. Chers amis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris, en ayant rejoint le bateau et en voyant s'éloigner les rivages. Je voyais cette mer qui s'approchait. Je voyais le bateau qui s'éloignait. Avec les berges du bateau, verdoyant de forêts de mangroves, de palmiers d'eau, de tous ces fruits qui jonchaient, qui se perdent, qui tombaient encore sur cette eau noircie ou jaunie de limon, cette belle et verte vallée que je reverrai plus. Chers amis, je reverrai plus ça. Tout ça. Et surtout, je reverrai pas papy. Que j'étais censée quand même venir chez eux. J'étais censée aller fêter avec eux. Parce que ça fait 1 an que je les ai pas vus. Ça fait 1 an que j'ai pas revu aussi l'autre côté. Ma grand-mère maternelle, ça fait des années qu'on ne les a pas vus. Parce qu'entre-temps, on était occupés à faire autre chose, on était ceci, cela, on ne pouvait pas, papa n'était pas là, on rentrait trop, il s'absentait trop souvent. Je ne comprenais pas pourquoi il s'absentait trop souvent. Là, maintenant, j'ai compris pourquoi il s'absentait trop souvent.
Pourquoi, prétextant à aller en mer, bah, il préparait notre fuite tout simplement. Bah, si j'avais su, j'aurais pris quelques photos de... Mais c'était interdit de prendre des photos, c'était interdit de toucher à rien, à tout. Papa, il réparait la maison quelques mois avant. Il réparait les volets, il repeignait la façade. Il dit que oui, on va rendre toute belle cette maison. Ça fait longtemps qu'elle a été abandonnée parce que j'étais trop loin, je m'occupais pas assez de cette maison. Il plantait des fleurs devant. Il réparait le ponton qui séparait le cours d'eau à l'autre rive pour qu'on aille voler les cocotiers de chez la voisine. Les mangues, les goyaves qu'on allait chipper la nuit en douce quand elle dormait. Bref, il réparait tout. Il rendait belle sa maison. Il dit on va, oh là là, oh là là, je suis désolée, mais il y a trop de trucs à faire. De toute façon, une maison, il y a toujours des trucs à entretenir. Moi aussi, j'ai des trucs à entretenir. Je coupe l'herbe, j'arrive même plus à couper. Voilà. J'ai planté un bougainvillier pendant qu'il s'occupait. J'ai volé chez le voisin un rejet. Je l'ai planté devant la maison. Dis-toi, tu vas vivre ou mourir. Je te laisse faire. Il a grandi, il avait grandi. Le jour où j'étais partie, il avait 3 mètres de haut. Donné des magnifiques fleurs fuchsia, bougainvillier. Bougainvillier, je ne sais pas comment vous appelez ça. Chez nous, on appelle royer. Royer, c'est les pétales sont comme fines comme les papiers à soie, les papiers à crêpes. C'est pour ça qu'on l'appelle fleur de papier. Littéralement. Fuchsia. Bougainvillier, j'aimerais bien replanter bougainvillier. Je ne sais pas s'il va tenir le coup avec toute cette chaleur ou alors toute cette congélation en hiver. Mais voilà, ce jour-là, j'ai plus revu qui que ce soit. Ce jour-là, j'ai vu autre chose. Donc, nous étions dans les années 80-83 par là. Ce jour-là, c'était le 30 avril 1983, je pense. Je m'en souviens plus. Ça fait tellement longtemps. À bord, il y avait 84 passagers, femmes, hommes, enfants, marins, tout. Que des amis de papa, que des amis, que des connaissances, personne d'autre. Il y avait un médecin à bord, un ingénieur, un ancien combattant. Il y avait des revolvers, il y avait des grenades, il y avait tout pour se parer à une attaque pirate qui sillonne, qui pullule sur une grande partie de la mer de Chine. Je vous raconterai tout ça après, promis. Pour l'instant, laissez-moi terminer ce truc-là, parce que là, je suis en retard. Je vais être noyée sous une masse de boulot, je vous dis pas. Mais je voulais vous raconter ça. Je voulais raconter ces départs. S'il n'y avait pas eu l'intelligence de mon oncle qui allait et qui revenait, et qui nous a dit, allez, on part, parce que le matin même, il ne pouvait pas envoyer qui que ce soit. Son port, papa a été immobilisé pendant quelques jours sur les ports, mais presque une semaine, parce qu'encore une fois, on a soupçonné, on le suivait de près, il était prêt à être soit livré aux autorités, soit par une quelconque bénédiction des dieux, de toutes les planètes réunies, des ancêtres, il a pu obtenir l'autorisation de sortie. Donc là, c'était la joie. Il ne pouvait pas envoyer qui que ce soit, parce que s'il envoie quelqu'un encore sur la route pour avertir ma mère, ça aurait été fini, et de lui et de ma mère. Donc il a dit, je vais partir. Je vais partir, tant pis, pourvu que le ciel fasse quelque chose pour que ma famille, mes enfants me rejoignent sur cette embouchure qui, à partir de là, sépare la mer et la terre. C'est la séparation, c'est la frontière entre mer et terre. Donc je pars avec tous les passagers que j'ai à la cale. Je pars parce que j'aurais quand même emporté beaucoup de passagers. J'aurais fait quelque chose pour ces passagers-là, ma femme et mes enfants. Que Dieu les bénisse, les amis.
l'intelligence de mon oncle qui a dit non, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Il était venu, on lui a dit non, il est parti. Il a demandé aux autres marins, non, non, il vient de partir, hein, on l'a vu partir. On va aller refaire le chemin inverse. Il nous a dit, venez, on va l'attendre, parce que lui aussi connaît le temps qu'il faut pour aller d'une ville à l'autre en bateau. Donc de Mito, c'est la ville portuaire où j'étais établie pendant les courtes années de mon enfance. Et le fin fond, là où les terres rejoignent pour la dernière fois la mer, où les rivages sont bordés de verdure et où les fruits de mangrove tomber pourrissent sur le cours du Mékong. Personne ne les mangeait. Ces bons fruits, personne ne les touchait. Et les racines de mangrove abritaient des millions d'espèces, crustacés, crabes, homards, où l'eau de mer rejoint l'eau douce et où poussent une multitude de variétés de toutes sortes de bonnes choses. Sur la terre bénie des dieux, ravagée par les guerres, maltraitée par les Vietcong communistes, sur ces terres-là, j'étais partie, mes amis, j'étais partie. Nous étions partis, 5 sœurs. Et j'ai pu dire au revoir à la terre pour la dernière fois et je suis jamais revenue jusqu'à ce jour, mes amis. J'étais partie quand grand-père et grand-mère étaient en bonne santé. Arrière-grand-mère aussi était en bonne santé, très bonne santé. Elle vivait centenaire le jour où elle était morte. Je me suis vue marcher sur un champ imprononçable de choses bizarres. C'était cette nuit-là. Quand je vous disais que les planètes s'alignent pour accoucher un air nouveau sur cette terre, quand je vous disais que des âmes s'incarnent pour goûter à cette période de transition pour qu'ils grandissent, parce que ces âmes-là, c'était des vieilles âmes, des très vieilles âmes qui viennent de tous les coins de l'univers et qui voient que cette terre-là est en train de se transformer. On sortait de l'ère Kali Yuga, on entrait petit à petit dans l'ère du Verseau, dans l'ère de renouveau, un petit renouveau, pas l'ère glorieux que j'ai déjà vu dans mes nombreux rêves, mais on entrait petit à petit et des âmes qui naissent, qui s'incarnent sur Terre, parce qu'ils savent qu'il y a un changement sur Terre et qu'ils veulent humer, ils veulent bénéficier de cette aura merveilleuse que Mère Gaïa est en train de ce manteau merveilleux de renouveau que Mère Gaïa est en train de se vêtir. Pour ces âmes-là, c'est une occasion de transformation profonde, c'est une occasion d'évolution qui les aurait fait gagner, je crois, 1000 années d'évolution. Si mes calculs sont bons, calcul. Oui, sur cette terre-là, j'étais partie de là, et puis mes sœurs aussi, toute la famille. Entre-temps, mes parents sont revenus, pas moi. Moi, je suis toujours restée là, soit parce que j'avais trop de travail, soit parce que j'avais plus de sous. Maintenant, c'est trop de travail et les deux. Voilà. Je vous raconterai ce que j'ai vu sur la mer de Chine. Ce que d'autres passagers ont rapporté à mon père lors de ce périple. 84 passagers, mes amis. 84 que des amis, les enfants, les femmes, les hommes. Des médecins, des ingénieurs, des anciens combattants, une petite blonde aussi, parce que c'est un rejeton d'un GI qui s'est égaré dans les champs des rizières, qu'il a vu une belle jeune fillette et qu'il l'a épousée. Et après il est parti en toute vitesse, qu'il a laissé sa fille. Donc la petite aussi a pu embarquer avec nous, une petite blonde, une blonde vietnamienne blonde, magnifique. Je vous dirai tout ça la prochaine fois. Promis. Bisous.